Quelques jours avant Noël, les événements se poursuivaient partout au Moyen-Orient. Installez-vous et laissez-moi vous en servir un morceau. Nos sujets d'aujourd'hui. Comment les Juifs contrôlent le monde, aperçus pour les déséquilibrés mentaux, relier les points. Que cache l'important accord énergétique entre Israël et l'Égypte, lever et coucher du soleil. Nvidia crée un grand centre en Israël, tandis que les Émirats arabes unis investissent fortement. Israël, la Grèce et Chypre lancent une force de sécurité commune. Le Grinch qui a volé Jésus ment la liberté et la poursuite d'Israël. Bonjour, je suis Daniel Siman et merci de me rejoindre dans Straight Up, ici au studio JNS à Jérusalem, en Israël. La section des commentaires est toujours au rendez-vous. Avant de partager mes réflexions sur l'actualité en Israël cette semaine, je souhaite revenir sur un sujet de mon précédent podcast, notamment sur les commentaires. À quel point les gens n'écoutent pas vraiment ou n'entendent que ce qu'ils veulent. Et quelques personnes dans les commentaires la semaine dernière m'ont interpellé pour avoir dit ça. Les Juifs n'ont jamais riposté à des attaques terroristes dans leur pays. Ils évoquent aussitôt le 7 octobre et d'autres faits en Israël, où Israël a agi contre les terroristes. Ils ont apparemment raté mon point tout en le confirmant. Je parlais des citoyens juifs respectueux des lois en Occident. Ceux d'entre vous qui commentent parlent d'Israël, ce n'est pas la même chose. Israël n'a pas seulement le droit. Il a, comme tout pays dans le monde, l'obligation de défendre ses citoyens et de se débarrasser de toute menace pesant sur sa sécurité. Et quand ces ordures s'en prennent à nos enfants, ils finissent comme ça. Cela s'est produit non pas par vengeance. C'est la conséquence du fait qu'à Gaza, ils ont construit une infrastructure meurtrière parmi les immeubles, les écoles, les hôpitaux, les magasins, les usines, les habitations civiles et les 1200 km de tunnels sous la zone. Et en utilisant ces civils comme boucliers à Gaza, et lorsque le Hezbollah au Liban, les terroristes Houthis au Yémen et le régime iranien attaquent, nous avons réagi ainsi. Parce que nous ne sommes pas les Juifs impuissants du passé. Nous pouvons et nous allons nous défendre et agir contre nos prédateurs. Tous ces durs à cuire, donneurs de leçons qui défilent dans les rues d'Europe, d'Australie et du Canada. Les États-Unis, appelant à soutenir les terroristes et à exprimer une hostilité ouverte envers Israël et agressant aussi des Juifs sans défense. Vous auriez pu venir ici pour vous battre si vous étiez vraiment engagé, c'est-à-dire si vous teniez vraiment à votre cause ou à la soi-disant résistance. Pourquoi n'êtes-vous pas venu vous battre pour eux? Mais vous êtes tous une bande de perdants plaintifs, comme tous ces musulmans qui vous incitent et qui ont fui cette région. Tout comme les tueurs d'enfants et violeurs de chèvres à Gaza, le Hezbollah, la Syrie, le Yémen, l'Iran. Des grandes gueules, des petites mauviettes plaintives quand on leur tient tête, les musulmans. Ils nous surpassent en nombre, environ 10 millions contre 1, et pourtant nous les écrasons. Voilà ce que nous voulons dire. Et ici, vous voyez les héros du 7 octobre qui ont tué des bébés, violé des femmes, agressé des personnes sans défense. Israël a démantelé l'armée syrienne et son gouvernement. En 4 jours, nous avons détruit la capacité militaire du plus puissant pays musulman, l'Iran, en 12 jours. Nous l'avons fait sans perdre un soldat, neutralisant l'armée terroriste du Hezbollah en quelques minutes. Avec un simple message sur un beeper, nous avons décapité la direction des Houthis lors d'une frappe aérienne à 2000 km de nos frontières. Cela tout en menant une guerre sur 7 fronts et en éliminant chacun des chefs militaires et politiques ennemis. Hormis le guide suprême iranien, peu importe son titre en Iran. Alors maintenant, Netanyahou donne au monde l'occasion de protéger ses propres citoyens juifs. Sinon, nous devrons le faire nous-mêmes. Et tous les haineux des Juifs derrière leur clavier. Nous n'allons pas perdre notre temps avec des ploucs et des bouseux, qui ont un quotient intellectuel moyen de 70. De toute façon, on vit dans vos têtes sans payer de loyer. Et non, pas besoin de s'inquiéter de se suicider. Vous avez sûrement vu cette tendance, certains, farouchement anti-israéliens, déclarent ironiquement qu'ils ne vont pas se suicider, sous-entendant qu'Israël ou les Juifs voudraient les éliminer. Oui, c'est ça, ceux qui parlent de comment 2% ou plus exactement 0,2% de la population mondiale contrôle tout. Eh bien, désolé de vous décevoir, bande d'idiots, nous sommes un peu plus sophistiqués que ça. Donnez-nous un peu de crédit, d'abord pour nos capacités et nos compétences techniques. Des portes dérobées dans les puces et dans chaque technologie que vous utilisez, nous savons déjà tout sur vous. Si on voulait perdre notre temps avec vous, ce ne serait pas par le suicide. Ce sera ce à quoi vous vous attendez le moins.
et par quelqu'un que vous ne considérez jamais comme une menace. Comme la fille qui t'a dragué hier soir ou les types assis à côté de toi en ce moment, au bar ou à côté de toi lors d'un match de football. Peut-être ton médecin, peut-être ton voisin, bon sang, ça pourrait même être ton meilleur ami. Nous travaillons sur le long terme et nous sommes partout et nous ressemblons à n'importe lequel d'entre vous ici. Tu vois, j'ai ce livre. Je viens de trouver ce livre de mon ami David ici, qui a écrit ce livre, David Katz, qui a écrit ce livre il y a quelques années. Et tu vois les photos à quoi ressemblent les Juifs, comme n'importe lequel d'entre vous. Et puis tu pourrais être surpris de ce que nous pouvons ou ne pouvons pas faire. Ça me rappelle une histoire. Il y a quelques années, quand j'étais directeur du bureau de presse du gouvernement, il y avait ici un journaliste du Luxembourg qui ne faisait pas vraiment de journalisme. Ce que nous avons vu, il le faisait souvent. Il participait à différentes manifestations contre Israël, dans les rues d'Israël, dans les territoires, et agissait toujours contre l'État d'Israël. Nous avons donc vérifié. S'il s'agit d'un manifestant politique, pourquoi le voir comme journaliste? Nous avons examiné ses activités et constaté qu'il ne remplissait aucun critère. Il n'a pas été envoyé de l'étranger ni payé par une organisation médiatique. Il ne publiait pas plus d'un article par semaine. Il ne faisait rien d'autre que de participer à ces manifestations avec la gauche en Israël. Nous avons donc décidé de ne pas lui accorder de carte de presse ni de visa pour être président en Israël. Et quand nous avons fait cela, j'ai soudainement reçu un appel de mon contact au sein du service de sécurité israélien, l'agence de sécurité, le Shabak. Et ils nous ont dit, nous voulons que vous lui donniez une carte de presse. Et j'ai été surpris. J'ai demandé, pourquoi voulez-vous que nous lui donnions une carte de presse? C'est un militant politique. Donnez-lui une carte de presse, il travaille pour nous. Choqué, nous lui avons donné une carte de presse. Le plus drôle, c'est qu'environ 2 ans plus tard, il a fallu renouveler sa carte de presse. Le même contact m'appelle et dit « Si vous ne voulez pas lui donner de carte de presse cette année, ça nous va. » J'ai appris qu'il avait quitté leur emploi, motivé par l'argent. C'était très excitant pour lui de travailler sous couverture, de révéler tous ses contacts, toutes ses relations et tout ce que faisaient ces manifestants contre Israël. Cela dit, comme vous pouvez le voir, quand je dis que ça pourrait être n'importe qui, ça peut être n'importe qui, ça peut être Candace ou Tucker, ou peut-être même Fuentes. Je me demande, qu'en penses-tu? Ah non, d'ailleurs, mes contacts au Mossad me disent que il y a des primes de Noël prêtes pour vous tous pour un travail bien fait. D'accord. Maintenant que c'est réglé, passons à relier les points. La semaine dernière, en conclusion du podcast, j'ai dit qu'il n'existe pas de véritable boycott efficace contre Israël. Quelques idiots font du signalement de vertu dans les supermarchés européens. Ouais, comme si on allait regretter ces 82,99 € non dépensés. Regardez ce qui s'est passé depuis. Cette semaine, Israël a annoncé son plus gros contrat jamais conclu. 35 milliards dans un accord de coopération sur le gaz naturel entre Israël et l'Égypte. Vous avez donc probablement lu ou entendu parler de son importance, puis des débats sur l'existence ou non d'autres aspects. Comme l'Égypte retirant ses forces du Sinaï, où elle violait les accords de Camp David, et l'Égypte a immédiatement nié qu'il y ait quoi que ce soit de plus dans l'accord. D'accord, peu importe, c'est encore du blabla. Comme ça, les médias ont quelque chose de nouveau à raconter chaque jour. Et comme je l'ai déjà dit, les dirigeants diront ce qu'ils doivent dire, mais ils feront ce qu'ils doivent faire. Et c'est l'un de ces cas. Et je veux rassembler certains des autres aspects de tout ça, ainsi que d'autres choses qui se passent ici et qui sont mentionnées en passant. Et non pas pour vous donner un point de vue, mais pour compléter le puzzle. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Voici donc quelques-uns des points. Dans le cadre de l'accord, le géant américain de l'énergie Chevron sera chargé de transférer le gaz vers l'Égypte. Cela représente des millions de revenus pour l'économie des États-Unis, rien qu'avec ça. Une grande partie du gaz exporté par Israël dépend aujourd'hui de l'Égypte. Et leur installation de liquéfaction permettra des exportations vers le reste du monde. Une installation de liquéfaction est essentiellement l'usine qui transforme le gaz naturel en gaz naturel liquéfié, gaz naturel liquéfié. J'ai dû chercher ça, je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Ainsi, les Égyptiens répondront à leurs besoins en Égypte et exporteront aussi une partie du gaz acheté à Israël vers l'Europe. Cela soutient leur économie fragile, fournit à l'Europe une énergie propre et réduit sa dépendance à la Russie. Sur un autre sujet, alors que nous atteignons le solstice d'hiver, le soleil commencera désormais à se coucher de plus en plus tard dans la journée dans l'hémisphère nord. Les États-Unis ont dévoilé le projet Sunrise. L'administration Trump propose aux gouvernements étrangers et aux investisseurs de transformer les décombres de Gaza en une destination côtière futuriste avec des complexes hôteliers de luxe en bord de mer, un train à grande vitesse et des réseaux intelligents optimisés par l'intelligence artificielle. Tout dépend évidemment de l'élimination du Hamas, mais rêver reste agréable. Retour à la réalité.
Le géant américain de la technologie Nvidia a annoncé son intention d'établir un nouveau campus majeur en Israël, qui deviendra le deuxième plus grand site de Nvidia après son siège de la Silicon Valley, employant plus de 10 000 employés israéliens. Le directeur de Nvidia a déclaré « Israël abrite des technologues et ingénieurs parmi les plus brillants et est devenu la seconde maison de Nvidia. Notre nouveau campus permettra à nos équipes de collaborer et construire l'avenir de l'intelligence artificielle. » Alors, commencez-vous à voir le tableau d'ensemble se dessiner ici? Eh bien, continuons. Un autre événement a révélé que les Émirats arabes unis ont signé le mois dernier un accord de 23 milliards avec la société israélienne Elbit Systems. Et combinez cela avec un autre événement. Israël a organisé un sommet trilatéral avec la Grèce et Chypre cette semaine pour renforcer la coopération sécuritaire en Méditerranée orientale. Israël, la Grèce et Chypre envisagent de créer une force militaire conjointe de réaction rapide dans le cadre d'un effort plus large visant à renforcer la coopération stratégique militaire entre les trois pays, dans un contexte de tensions croissantes en Méditerranée orientale. Ainsi, la possible création d'une force navale conjointe devrait faire partie des sujets abordés lors de cette réunion. Donc, tout cela fait partie d'un tableau plus large d'un monde en mutation. Et ce monde en mutation découle entièrement de cela. La stratégie de sécurité nationale des États-Unis pour 2025 détaille une stratégie cohérente et, je cite le document, une stratégie cohérente et ciblée sur la manière dont les États-Unis interagissent avec le monde. Destinée à assurer que l'Amérique reste la nation la plus forte et prospère du monde pour les décennies à venir, les nouveaux documents de politique américaine annoncent un changement de stratégie mondiale. Elle divise le monde en deux régions. C'est ce que je retiens des commentateurs en Israël. L'Occident, le monde libre et l'Orient mené par la Chine. La lutte entre eux se concentre sur trois choses, les puces, l'intelligence artificielle et l'énergie. Israël aujourd'hui est une puissance dans ces trois domaines, au point de départ de ces secteurs, et grâce à sa position géographique, Israël se trouve au centre et est l'allié le plus fort et le plus fiable des États-Unis. Il n'est donc pas étonnant que le Qatar et d'autres essaient d'affaiblir ce lien. Maintenant que la situation générale est un peu plus claire, passons à deux derniers points que les médias continuent de ressasser, surtout à cette période de l'année. D'abord, je vais parler du Grinch qui a volé Jésus. À l'approche de Noël, les mondialistes répètent encore une fois l'affirmation imbécile selon laquelle Jésus était un Palestinien. Tout comme les Grinch ont volé Noël, ces créatures grincheuses s'approprient la fête de Noël pour la ramener à elles. Dans les années 70, ces créatures détournaient des avions et rendaient les voyages pénibles pour tous. Dans les années 80, ils enlevaient des journalistes. Ces dernières années, ils ont détourné le récit. Tandis qu'en Europe et aux États-Unis, vous décorez vos villes de crèches, eux décorent leurs mensonges pour les rendre attrayants. Aussi fausse que la question palestinienne, cette fabrication n'a aucun fondement historique et n'est qu'une tactique actuelle visant à réécrire le passé et délégitimer Israël aujourd'hui. Et les médias répandent et diffusent ce mensonge en continu. Montrez-nous par exemple où le Nouveau Testament mentionne la Palestine. Car en lisant les récits authentiques de la Terre sainte des 18e et 20e siècles, écrits par des voyageurs, érudits et historiens occidentaux venus ici, vous le constatez. Ils parlent des Arabes, des Bédouins, des Juifs, des chrétiens, même des Turcs, mais il n'y a pas une seule mention de Palestiniens, que ce soit en tant que peuple, nation ou même identité nationale, l'idée n'existait tout simplement pas. Ne laissez pas les militants politiques déformer l'histoire écrite par de vrais témoins présents ici depuis des siècles. Et enfin, un dernier point, réside la liberté et la quête d'Israël. En 1982, j'étais parachutiste dans les forces de défense israéliennes pendant la première guerre du Liban. Les parachutistes ont atterri sur l'Awali avant d'entrer dans Damour. C'était un bastion de l'Organisation de libération de la Palestine qui avait été pris par l'Organisation de libération de la Palestine et ils avaient expulsé les chrétiens qui y vivaient auparavant. Nous devions contrôler cette ville. Notre rôle dans le bataillon était de contourner la ville, prendre et sécuriser les collines alentours. Le lendemain, le reste du bataillon de parachutistes pourrait alors entrer et prendre la ville à l'Organisation de libération de la Palestine. Malheureusement, à l'époque, notre commandant adjoint qui nous a menés au combat, nous n'avions pas de moyens. Et il s'est trompé sur la carte. Il a raté un virage et il est entré un virage avant celui où nous étions censés entrer.
Et ce virage nous a amenés au centre de la ville, et nous avons été encerclés par l'Organisation de libération de la Palestine, et attaqués de toutes parts par des tirs d'armes à feu et des lance-roquettes anti-chars, etc. J'ai littéralement vu à travers les lentilles de mon véhicule de combat d'infanterie, j'ai vu comment le véhicule de combat d'infanterie devant moi a été touché. Les gars ont pu sortir et se mettre à l'abri dans l'un des bâtiments. Et j'ai appris plus tard que le char derrière moi avait aussi été touché. Ce char est resté bloqué en ville, en retenant plus des 2/3 de notre compagnie et de notre bataillon dans la ville même, tandis que le reste d'entre nous, soit la moitié d'une compagnie, a réussi à atteindre les collines et nous avons finalement pu éliminer les bastions de l'Organisation de libération de la Palestine là-bas. Ainsi, le lendemain, le reste du bataillon de parachutistes pouvait entrer à Damour. Malheureusement, la ville elle-même devait être frappée par notre propre force aérienne avant l'entrée des parachutistes. Voici une tragédie survenue pendant la bataille. Il y a beaucoup de brouillard de guerre. L'armée de l'air ignorait que nos soldats étaient bloqués en centre-ville. Et quand ils ont largué les bombes là-bas, ils ont touché notre bataillon, le 890e bataillon de parachutistes. Dans la ville de Damour, 7 de nos soldats ont été tués lors de cet événement. Un très bon ami de ma ville natale d'Ashkelon a été le soldat le plus gravement blessé de la guerre à ce moment-là. Heureusement, il est encore en vie, malgré de graves brûlures lors de l'attaque. Les tragédies surviennent en temps de guerre. Le 15 décembre, il y a près de 2 ans, 3 otages israéliens ont été tués par les forces de défense israéliennes lors de la bataille de Sajaya à Gaza. Ces hommes sont sortis d'un bâtiment et se sont approchés de soldats des forces de défense israéliennes qui les ont abattus. Cela, malgré le fait qu'ils étaient désarmés et qu'ils agitaient un drapeau. Nous savions que les terroristes du Hamas tentèrent de tromper nos soldats, ce qui les inquiétait pour leur sécurité. Je parle de ces tragédies car cette semaine, des histoires sur le United States Ship Liberty, navire américain attaqué en 1967 pendant la guerre des 6 jours, ont refait surface. Et cela malgré le fait qu'une enquête du Congrès américain, il y a des années, a confirmé qu'il s'agissait d'un tragique cas de tir ami, et que les États-Unis n'ont pas informé Israël de la présence d'un navire de guerre américain dans les environs, et il a également été confirmé qu'Israël ne le savait pas, et que lorsqu'il l'a su, il a cessé son attaque. Et en parlant de ces choses ici, il y a tout juste 1 an cette semaine, la marine américaine elle-même a connu un tragique incident de tir ami. Alors que la United States Ship Gettysburg, faisant partie du groupe aéronaval Truman, a tiré par erreur et abattu un F-18 Super Hornet américain alors qu'il décollait du porte-avions. United States Ship Harry Truman. Heureusement, il n'y a eu aucune victime lors de cet incident. Et espérons que tous les militaires américains pourront célébrer les prochaines fêtes en toute sécurité chez eux pendant la période de Noël. Peut-être pourrons-nous enfin clore cette histoire et admettre que les tragédies ne doivent pas servir à des fins politiques. Comme souvent avec cette histoire, certains ne se préoccupent pas du sort des soldats et du personnel de la marine sur l'United States Ship Liberty. Tout ce qui les intéresse, c'est de faire mal paraître Israël. Et j'espère que tous les militaires américains, hommes et femmes, célébreront les prochaines fêtes de Noël en toute sécurité, chez eux ou à la caserne. Pendant qu'ils nous protègent tous, car les États-Unis, première superpuissance, défendent les libertés dans le monde entier. Je veux tous vous remercier d'être ici et de m'avoir rejoint aujourd'hui sur Straight Up et je souhaite à mes amis chrétiens un très joyeux Noël, de bonnes fêtes et une excellente saison des fêtes. Nous serons de retour la semaine prochaine sur JNS Télévision. Je suis Daniel Siman. Merci et joyeux Noël.